Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans un moment absolument clé de l'histoire, un de ces tournants qui redéfinissent une nation au complet. Mais on va le regarder sous un angle complètement différent. On va explorer une histoire réimaginée. La question qu'on se pose, elle est simple, mais ouf, elle est puissante. On parle de Toussaint Louverture, le cerveau de la Révolution haïtienne. On sait que sa capture a tout changé. Mais et si ça ne s'était jamais passé comme ça? OK, pour vraiment saisir ce qui se joue là, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Napoléon Bonaparte y est au sommet de sa puissance en Europe. L'idée d'une république noire, libre, dans sa colonie la plus payante, c'était impensable. Alors il envoie la totale, une armada immense. Le but, remettre tout le monde dans les fers. Et c'est là, précisément là, que notre histoire prend un autre chemin. Dans la vraie vie, Toussaint s'est fait avoir par la ruse. Mais ici, dans notre version, non. Il voit le coup venir. Il refuse de se rendre. Et juste ça, une seule décision, ça change la donne au complet. On entre donc dans ce qu'on appelle une uchronie, un monde où l'histoire que l'on connaît prend un virage à 180 degrés. Le mot a l'air compliqué, uchronie, mais le concept est super simple. C'est juste de se demander « et si ?» C'est tout. On explore ce qui aurait pu se passer, un autre futur possible. Alors voilà, le décor est planté. On s'en va vers la confrontation initiale. Un vrai face-à-face, pas juste entre deux hommes, mais entre deux empires, deux mondes, deux visions complètement opposées. Le contraste entre les deux est frappant. Et c'est ça qui va tout définir. D'un côté, on a Toussaint, ancien esclave devenu général. Un homme qui connaît son terrain par cœur, chaque montagne, chaque ravin, et qui a appris la patience à la dure. De l'autre, Charles Leclerc, le beau-frère de Napoléon, un jeune général qui a tout eu cuit dans le bec. Il débarque avec toute l'arrogance de l'Empire en pensant que ça va être une promenade dans le parc. C'est pas juste un combat d'armée, c'est un choc de mentalité. Cette phrase-là, elle est parfaite pour comprendre comment Toussaint pense. On voit bien qu'il sait qu'il a besoin de la rage de ses lieutenants, comme Jean-Jacques Dessalines, le bras armé si on veut. Mais c'est aussi que juste frapper fort, ça ne suffit pas. Il faut un plan, une stratégie. Lui, c'est la tête. Dessalines, c'est son épée. La question, c'est comment est-ce qu'une armée d'anciens esclaves peut bien faire pour battre la plus grande machine de guerre de l'époque? La réponse, elle n'est pas dans la force brute, elle est dans l'intelligence, dans la ruse. Le plan de Toussaint, il est « Wow, c'est brutal, mais c'est du génie pur. Il ne va pas leur donner la bataille rangée qu'ils attendent, non, non. Il va leur laisser des villes en flammes. Il va les attirer loin à l'intérieur des terres, dans les montagnes où c'est lui le maître du jeu. Et là, il va les user, attaque après attaque, les saigner à blanc. Il prend leur plus grande force, leur armée super organisée, et il la transforme en leur pire faiblesse. » C'est fou quand on compare les deux armées. D'un côté, la mobilité, la connaissance intime du terrain, même la langue, le créole, ça devient une arme secrète, un code que l'ennemi ne peut pas déchiffrer. De l'autre, des soldats avec des équipements lourds, habitués à se battre dans les plaines en Europe. Ils sont complètement perdus dans la jungle tropicale. C'est vraiment David contre Goliath. Mais ici, David connaît la forêt par cœur. Et ça, c'est super important. Toussaint ne pense pas juste à la guerre, il pense à l'après. Il fait venir du monde, des intellectuels, des scientifiques, comme ce personnage, le docteur Mensa. Il a compris que pour qu'Haïti existe vraiment, ça ne peut pas juste être un camp armé, il faut que ça devienne un phare de savoir et de progrès. C'est la vision d'un chef d'État, pas juste d'un général. OK, on arrive maintenant au moment clé, le coup de maître stratégique qui va tout faire basculer. L'idée est complètement folle, mais brillante. Toussaint envoie un de ses propres officiers, Philippot, pour jouer au traître. Le gars se pointe chez les Français, l'air de dire « j'en peux plus » et il leur offre sur un plateau d'argent ce qu'ils veulent le plus au monde, la tête de Toussaint. Et les Français, tellement sur d'eux, et plongent tête première. Il faut s'imaginer ça, là. Des milliers de soldats d'élite français qui marchent depuis des jours dans une chaleur d'enfer. Ils sont à bout, malades. La seule chose qui les fait tenir, c'est l'idée de finalement capturer Toussaint. Puis arrive, il n'y a rien, personne, juste le silence. Un silence qui fait peur. Et c'est là que tout s'écroule pour eux. Le traître, Philippot, leur lance cette insulte en pleine face et s'évanouit dans la forêt. À ce moment-là, les généraux français comprennent leur erreur monumentale. Ce ne sont pas eux les chasseurs, c'est eux la proie. Puis, ce son, le son de la conque de l'Ambi qui résonne dans les montagnes. C'est le signal, un son ancestral venu du fond des âges qui annonce le début de l'attaque. Pour les soldats français coincés dans la gorge, c'est le son de leur propre fin. Et là, c'est un carnage parfaitement organisé. Les Haïtiens ont l'avantage de la hauteur, de la surprise. Les Français sont piégés en contrebas, des cibles faciles. Dessalines, la foudre de Toussaint, ferme la seule issue.
En quelques heures à peine, l'élite de l'armée française est décimée. C'est un désastre militaire total pour Napoléon. Évidemment, une victoire pareille, une humiliation pareille, ça ne pouvait pas rester sans réponse. La nouvelle de cette défaite va provoquer une réaction d'une violence inouïe. Le choc des conséquences est total. D'un côté, en Haïti, c'est l'euphorie, l'espoir qui renaît. La victoire semble possible. On peut continuer à bâtir le pays. De l'autre, en France, c'est l'humiliation. L'expédition est un fiasco complet et son chef, Leclerc, finit par mourir, rongé par la maladie et le désespoir. Mais Napoléon, ce n'est pas le genre de personne qui accepte de perdre. Sa réaction est à la mesure de son orgueil blessé. Pas question de perdre sa colonie la plus précieuse. Sa réponse, il double mise. Il ordonne l'envoi d'une seconde armée encore plus nombreuse. Cette situation, elle dit tout de son état d'esprit. Ce n'est plus juste une question économique, c'est personnel, c'est une question d'honneur, c'est racial. L'idée même que des anciens esclaves puissent lui tenir tête est intolérable. Il ne veut plus les soumettre, il veut un anéantissement total. Alors là, la guerre change complètement de visage. Ça devient quelque chose de beaucoup plus sombre. Ce n'est plus une guerre de reconquête, c'est une guerre d'extermination. L'Empire français mobilise toutes ses ressources, non pas pour soumettre, mais pour détruire. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser. La première bataille a été gagnée de façon spectaculaire, prouvant le génie de Toussaint et la résilience de son peuple. Mais face à la fureur et à la puissance d'un empire décidé à les rayer de la carte, la plus grande épreuve reste à venir. La question demeure, la liberté peut-elle survivre à une telle vengeance?